Alors bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'opération de manipulation concernant le réchauffement climatique. Je vais vous montrer pourquoi c'est une opération de manipulation. On va voir que l'opération a évolué dans le temps. On est passé du refroidissement dans les années 70 au réchauffement dans les années 2000 et désormais au changement climatique. Et on verra pourquoi l'oligarchie nous impose cette opération psychologique. Alors, voici les couvertures du Time. On voit que dans les années 70, ils voulaient faire peur en disant le climat se refroidit, on va tous geler. Et puis, au début des années 2000, notamment sous l'impulsion d'Al Gore, ils ont commencé à parler du réchauffement climatique. Et récemment, ces dernières années, ils parlent de plus en plus de changement climatique. Donc on va voir pourquoi ils passent de l'un à l'autre comme ça. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat sur Terre, il a toujours changé. C'est depuis que la Terre est née, le climat varie et connaît des périodes de refroidissement, des périodes de réchauffement. Et on voit sur ce graphique qu'il y a en fait très peu de périodes stables. Ça oscille tout le temps d'un côté ou de l'autre. Donc déjà, quand ils parlent de normes, elle est où la norme? Il n'y a pas de norme. En réalité, quand ils parlent de normes, ils prennent les 10, 20, 30 dernières années et ils disent, voilà, la norme c'est ça. Et dès qu'on s'écarte de la norme, ils disent, ah bah voilà, on est au-dessus des températures normales ou on est en dessous des températures. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de norme. Le climat, c'est comme un être vivant, ça change tout le temps, ça connaît des cycles et il n'y a aucune période qui est vraiment stable, ça varie tout le temps. Alors, sur ce graphique de la NASA, où ils calculent la température, la variation de température sur Terre et sur mer. Et ce que vous pouvez constater, c'est après-guerre, en fait, on a eu une sorte de refroidissement. Jusque justement dans les années 70. Et on voit dans les années 70 qu'on a eu des pics de froid. Et donc c'est pour ça que le Time Magazine et les médias de l'époque ont bassiné les gens en disant la planète se refroidit et ça va continuer comme ça. Et puis en 2000, ils ont complètement changé de fusil d'épaule. On voit que la température augmente légèrement. Et donc en 2000, ils ont commencé à parler cette fois-ci du réchauffement climatique. Quand on regarde ces chiffres de la NASA, ce qu'on constate, c'est que en un siècle, on regarde ici le point bas qui était à moins 0,4 par rapport à la normale, entre guillemets, et des points hauts à 0,6. C'est-à-dire que en un siècle, la température moyenne aurait augmenté de 1 degré. Donc forcément, il te parle d'accélération parce que effectivement, il mesure en 0,1 degré, mais 1 degré en un siècle, on peut pas dire que ce soit un réchauffement flagrant. Hein. Et donc, la question c'est, tout dépend en fait de la période. C'est-à-dire que, en fonction de la période d'étude, eh ben, on peut dire qu'on est soit dans une période de réchauffement, soit dans une période de refroidissement. Mais globalement, ça ne change rien. Donc si on prend la période la plus longue, c'est-à-dire depuis l'origine de la Terre, a priori, quand la Terre s'est formée, il faisait chaud. Donc si on prend depuis l'origine de la Terre, en réalité, le climat s'est refroidi. Maintenant, si on prend comme période d'origine le dernier âge glaciaire, pendant lequel les glaciers se sont formés justement, et bien effectivement le climat s'est
réchauffer. Donc on fait dire un peu ce qu'on veut aux courbes, il suffit de changer en fait la période qu'on étudie. Et si on revient sur le graphique précédent, si on étudie que la période 45-80, ah bah là effectivement ça se refroidit. Et si on étudie que la période 80-2020, ah bah oui là ça s'est réchauffé. Le problème dans tout ça, c'est comment on mesure. Comment on fait pour mesurer une température globale? En réalité, c'est forcément une mesure approximative et arbitraire. Pourquoi? Parce que la température, si vous mesurez la température en extérieur, dans la nature, elle varie tout le temps. Toutes les minutes, en gros, la température varie. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui se lève et après il y a le soleil qui se couche. Donc, comment tu fais pour mesurer une température globale? Sachant que sur chaque point de la Terre, la température varie tous les jours, à chaque minute. Donc, on imagine que la méthodologie employée, c'est qu'ils vont mesurer les variations de les températures pendant des intervalles réguliers. Par exemple, imaginons qu'ils mesurent à un point donné toutes les heures. Donc, ça fait 24 mesures dans une journée. Et à la fin, ils divisent par 24 et ça donne une température moyenne. Et ensuite, la difficulté, c'est qu'il faut que tu mesures dans plein d'endroits différents. Et tu vas faire la moyenne de tous les endroits que tu as mesurés. Et évidemment, c'est complètement arbitraire. Parce que si tu prends, je sais pas, rien que pour la France, si tu prends plus de points de mesure dans le nord que dans le sud, tu vas avoir une température plus basse. Si tu prends plus de points dans le sud que dans le nord, tu vas avoir une température plus haute. Donc comment tu décides de quel point tu prends et combien de points tu prends? Et pour qu'on ait finalement un résultat cohérent, il faudrait prendre exactement les mêmes points sur l'ensemble de la planète. Et je pense que c'est pas du tout réaliste, puisque chaque pays probablement prend à différentes stations météo, et parfois elle en crée, parfois ils en ferment, et donc de toute manière le résultat varie. Et donc en fonction des... Si tu fermes 3 stations dans le nord de la France et que tu ouvres 3 stations dans le sud de la France, tout d'un coup tu as un réchauffement climatique. Ensuite, il y a des facteurs variables. C'est-à-dire que si tu mesures la température à un endroit, mais qu'à cet endroit, il y a un arbre qui pousse et qui commence à faire de l'ombre, bah, tout d'un coup, ta température moyenne, elle va baisser dans le temps. Et à l'inverse, si tu coupes un arbre, là où tu avais une forêt, par exemple, avant, et tu crées une ville ou même un champ, ta température, elle va augmenter. Donc il y a plein de facteurs qui vont modifier en réalité la mesure de la température. Donc il y a les arbres, il y a la couverture nuageuse, la pollution, l'urbanisation, l'agriculture. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire varier finalement la mesure. Et notamment ce qu'on a assisté dans la plupart des pays, c'est une forme d'urbanisation. Donc les villes ont grossi avec l'augmentation démographique et les changements de mode de vie. Et donc si ta station météo, elle était par exemple en périphérie d'une ville dans la campagne, mais que en 20 ou 30 ans la ville a grossi et a intégré la station météo, tout d'un coup bah, tu te retrouves avec un réchauffement, parce que dans une ville, il fait plus chaud qu'à la campagne. Il y a du béton, il y a une activité humaine, il y a moins d'arbres, donc forcément il va faire plus chaud. Et donc là où il y a évidemment de la malhonnêteté, c'est que on sait qu'il y a eu par exemple aux États-Unis des stations météo pour mesurer la température qui étaient placées près des aéroports. Donc forcément si
Tu prends l'aéroport de Lyon qui est en pleine campagne. Donc avant que l'aéroport existe, bah, tu avais une température de campagne. Et puis quand tu mets un aéroport, forcément, avec le béton, le coupage des arbres et les moteurs d'avion qui crachent, qui émettent de la température, qui font monter la température, ta température va monter. Donc là aussi, ça... voilà. Pareil, sur un glacier, en réalité, même s'il n'y a pas d'intervention humaine, si tu as un glacier qui fond, la température à un endroit, par exemple à la mer de glace, avant tu avais la mer de glace qui arrivait tout en bas, maintenant elle est beaucoup plus haute et donc il y a forcément une augmentation de la température à la petite station de train là au-dessus de la mer de glace. Et à l'inverse, si ta station météo elle était dans une prairie et que les arbres ont décidé de pousser, bah, tu vas observer une baisse de température. Donc est-ce que la température augmente vraiment bah, on a le droit d'en douter. On nous rabâche à la télé, les médias, les politiques, que ça monte, ça monte, ça monte. Mais en fait, on n'en sait rien. On fait confiance aux scientifiques qui sont payés par les États en général. Mais il n'y a pas un endroit qui te dit voilà comment on mesure la température et quels sont les facteurs d'influence de cet endroit de mesure. Est-ce qu'il y a eu un développement urbain? Est-ce qu'il y a eu des arbres qui ont poussé ou qui ont été coupés? On ne sait pas. Donc quand on regarde les chiffres de la NASA qui dit qu'en gros la température a augmenté d'1 degré en un siècle, c'est ridicule. C'est ridicule parce que la température au cours d'une journée, elle varie, on va dire, au moins de 5 degrés entre le jour et la nuit. Et même, ça peut aller jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 30 degrés de variation de température au sein d'une même journée. Donc quand on dit que la température moyenne a augmenté de 1 degré, on est quasiment dans la marge d'erreur. Voilà. Alors, évidemment, on nous vend le réchauffement et puis on nous dit, bah, regardez, les glaciers reculent. Donc ça, pour la plupart des gens, ah oui, bah oui, si les glaciers fondent, c'est que le climat se réchauffe. Donc j'ai démontré dans une vidéo sur YouTube que je vous invite à regarder que la fonte des glaciers ne démontre absolument pas que le climat se réchauffe. Et pour donner un exemple, j'ai dit voilà, si dans cette pièce je sors un glaçon, la pièce il fait 27-28 degrés, je mets la clim et je la descends à 20 degrés, donc je crée un refroidissement climatique, le glaçon va quand même fondre. Et donc ça démontre simplement que si le glaçon fond, ça veut juste dire que la température de la pièce est en réalité supérieure à 0 degré. Donc même si je descendais à 5 degrés, le glaçon continuerait de fondre. Et donc dans cette vidéo, je disais, en fait, pour arrêter la fonte, la baisse des glaciers, le recul des glaciers, il faudrait que la température, selon Grok, donc l'intelligence artificielle de Twitter, que la température moyenne dans les Alpes diminue de 4 degrés. Et que ce serait une catastrophe pour l'humanité, parce que, évidemment, tu ne peux pas faire baisser juste la température des Alpes. Hein. On imagine que ça serait un refroidissement global de 4 degrés. Et à ce moment-là, tu crées un mini-âge glaciaire, diminution des rendements agricoles, famine, etc. Maintenant, il y a la montée des eaux. Donc on nous dit, s'il y a un réchauffement climatique, ça va faire fondre la glace dans l'Arctique et l'Antarctique, et le niveau des mers va monter. Donc j'ai demandé à Grok, depuis 1989, alors la vidéo que je vais vous montrer, elle date de 1989, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Grok
depuis 1989, de combien de centimètres a monté le niveau de la mer. Donc lui, il dit 8 à 10 centimètres. Et je lui ai demandé, mais comment ils font pour mesurer? Donc il dit, il y a tout un tas de mesures. Et par satellite, la précision des mesures serait de 3-4 centimètres. Donc on va dire 9 cm en moyenne, avec une précision de 3 cm. Ça veut dire qu'en réalité, ça va peut-être monter de entre 6 et 12. Ce qui est complètement négligeable, sachant que le niveau aussi des mers n'est pas fixe. Il varie avec les marées. Moi, par exemple, à Bali, on a des différences entre marée haute et marée basse de plus de 2 mètres. Donc, 6 cm, tu le vois même pas, quoi. Je veux dire, 6 cm, c'est... T'as une petite plage en pente, t'as tes 6 cm, quoi. Alors, je vais vous montrer la vidéo qui date de 1980. Avant de développer tous ces titres, arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Il fait chaud ou il refroidit. Voilà, donc je vais pas passer toute la vidéo pour des problèmes de copyright. Mais donc en 1989, il nous disait si le climat continue de se réchauffer, le niveau de la mer va monter et les Maldives, le Bangladesh, les Pays-Bas vont se retrouver sous la flotte. Donc c'était en 89. Donc c'était il y a 10 plus 15, 25 ans, plus de 25 ans. Il s'est rien passé en 25 ans. En gros, le niveau de la mer, il n'a pas bougé. Il a peut-être bougé de quelques centimètres et encore, c'est difficile à mesurer, sachant que le niveau de la mer, il est jamais stable, il varie tout le temps. Il n'y a que le niveau des lacs à la limite qui est stable, où il n'y a pas de marée. Donc là aussi, c'est du blabla. Et donc, ils nous disent, le réchauffement, c'est indiscutable. Et en plus, il accélère. Mais il n'y a aucun signe tangible, en fait. le niveau de la mer, il nous dit, il y a 25 ans, il nous disait qu'il allait tellement monter si le réchauffement continuait, que, en gros, les Maldives auraient disparu. Les Maldives, ils sont toujours là. Les resorts, ils sont toujours au bord de la mer. Il n'y a rien qui a changé. Donc le seul indice qui reste, c'est la fonte des glaciers. Bon, la fonte des glaciers, comme je viens de l'expliquer, ça prouve absolument pas que le climat se réchauffe. Ça veut juste dire que le climat, après l'épisode glaciaire, s'est réchauffé suffisamment pour faire fondre les glaciers. C'est tout. Alors il y en a qui disent, ouais, non, mais ça s'accélère, la fonte les glaciers fondent de plus en plus vite. Mais ça n'a rien à voir non plus avec le réchauffement. Tout simplement, un glacier, quand ils fond, ils perdent la masse. Et plus ils perdent la masse, plus ils font rapidement. Même si la température ambiante est constante. C'est comme un glaçon. Si vous prenez un énorme glaçon, au début, vous avez l'impression qu'il ne va pas fondre. Et puis, plus il va perdre de masse et plus il va fondre rapidement. Même si la température de la pièce est constante. Alors, est-ce qu'il y a une accélération du réchauffement ou pas? Pour l'instant, ça reste à prouver, mais de toute manière, ça n'a rien de nouveau. Si on regarde là le graphe, on voit bien que les périodes de réchauffement, c'est des périodes, c'est vertical. C'est pas une courbe à 20, 30, 45 degrés, c'est des courbes verticales. Et on voit aussi que les périodes de refroidissement, c'est aussi des courbes verticales en fait. Et il n'y a que quelques périodes quand on bascule de l'un à l'autre où il y a une relative stabilité. Et c'est pas toujours le cas. Hein. On voit ici qu'il y a une relative stabilité pendant une bonne période d'années. Hein. Là, c'est 100 000 années par trait, donc ça peut durer un certain temps. Mais on voit que les périodes de réchauffement et de refroidissement sont brutales. Donc rien de nouveau sous le soleil, c'est juste un phénomène dynamique. Voilà. Alors il y en a qui disent « Ah mais il y a plus de CO2 ».
Donc là, je ferai une autre vidéo, je pense, sur le CO2 parce que ça mérite une vidéo à part entière. Le CO2, c'est un gaz qui est absolument indispensable à la vie, puisque le CO2, c'est ce que respirent les plantes. Donc s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de plantes. Donc s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie. C'est aussi simple que ça. Et en plus, le CO2 représente 0,03% de l'air, donc c'est vraiment une infime partie. Et quand le CO2 augmente, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et là aussi, le CO2, ça n'a jamais été une constante, ça a toujours varié, à la hausse, à la baisse, justement avec les périodes de refroidissement et de réchauffement. Quand ça se réchauffe, c'est favorable aux plantes, donc normalement, tu as une baisse du CO2. Et quand tu as plus de plantes, et quand ça se refroidit, tu as moins de plantes. Donc c'est l'inverse. Toujours est-il que le CO2, c'est pas du tout un gaz polluant. La preuve, nous, on émet du CO2 quand on expire, et les plantes et les arbres respirent du CO2. Donc c'est vraiment un gaz indispensable à la vie, qui fait partie du cycle naturel de la vie. Et toute cette histoire de CO2, là aussi, c'est une arnaque. Alors il y en a, ils disent, il y a plus de canicules qu'avant. Oui, peut-être, mais il y a aussi plus de froid extrême. Donc j'ai demandé à Grok pour être sûr. Alors lui, il me dit, voilà, on voit bien qu'il y a une accélération du nombre de vagues de chaleur en France. Donc là, il me fait une super belle courbe, nickel, ok. Et je lui demande de faire pareil avec les vagues de froid. Alors là, il me sort pas une courbe, là, il me sort des barres moitié lisibles. Mais bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi plus de vagues de froid. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il y a plus d'extrêmes. Ça ne veut pas dire que ça se réchauffe. Ça veut dire qu'il y a une volatilité plus forte dans les extrêmes de température. Maintenant, il y en a qui me disent, ah oui, mais il neige moins qu'avant. Et la limite plus neige est bien plus haute qu'avant, etc. Donc ok, j'ai demandé à Grok encore de vérifier. Effectivement, il me sort col de porte, durée d'enneigement, on voit que c'est une tendance baissière. Et globalement, effectivement, les anciens le disent tous, avant il y avait plus de neige qu'aujourd'hui, notamment à basse altitude. Alors moi, je fais ma petite observation personnelle, j'habite plus en France, donc je peux pas dire ce qui se passe en France, mais j'y retourne quasiment chaque hiver pour faire du ski. Et je me souviens de la période, il me semble que c'était 2014-2016, où on n'avait pas de neige aux Arcs et à la Plagne jusqu'à début janvier. On avait les premières chutes de neige quasiment début janvier. Et donc pour moi, cette période-là, elle correspond à un point bas d'enneigement, en tout cas aux Arcs. Parce que depuis l'hiver 2017, on a beaucoup plus d'enneigement. Excusez-moi, 2 secondes. Ça va. Ok. On a beaucoup plus d'enneigement. Alors par contre, c'est vrai qu'on a plus qu'avant des périodes de pluie à haute altitude. Donc on a une limite pluie neige qui peut être plus haute que d'habitude. Donc là encore, tout dépend de la période de référence qu'on prend. Personnellement, pour moi, le point bas de l'enneigement aux Arcs était en 2014, 2015, 2016. Et depuis, on a un rebond, c'est-à-dire que l'enneigement est bien meilleur. Souvent en fin de saison, fin avril, il y a encore suffisamment de neige pour skier. Donc même si on a une tendance peut-être baissière d'enneigement en France, dans les Alpes, elle n'est pas linéaire. Et pour moi, il y a eu un point bas 2015, 2016, et ensuite, depuis, on a un rebond. Maintenant, si on regarde dans d'autres régions du monde, parce que pour beaucoup de Français, ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe dans le monde entier, et évidemment non.
Aux États-Unis, on a des records d'enneigement. Ces derniers hivers, ils ont eu des records d'enneigement. On voyait des photos où même les télésièges touchaient à la neige. Enfin, c'était énorme. Donc là, je vous ai mis un graphe. On voit donc différentes saisons. Et on voit par exemple la saison 2022, c'est la dernière de ce graphe, 2022-2023. On voit qu'elle était quasiment sur les plus hauts historiques. Au Japon également. Donc là, ils ont, vous voyez, c'est à Niseko, donc sur l'île d'Hokkaido. Et vous voyez en noir, c'est la moyenne. Et eux, ils ont eu un point bas, une saison 88-89, où ils étaient largement en dessous de la moyenne. Et par contre, vous voyez que les saisons 2021-2022, 2020-2021 sont au-dessus de la moyenne. Et qu'on a eu une saison record en 95-96. Et ça serait intéressant de voir la saison 2024-2025 parce que c'était une saison record. Et je pense que elle a même battu 96. Donc moi j'ai skié au Japon cet hiver et on a eu beaucoup de neige. Donc on n'a pas les datas de toute l'année, on a juste le début. Vous voyez la courbe rouge. Mais je crois que l'année a été record. Dans tous les cas, on a les datas par exemple de 2022-2023. On voit que c'est une année qui a été très bien enneigée. 2023-2024, ça a été une année beaucoup moins enneigée. Voilà, donc c'est pas parce que dans les Alpes il neige moins que c'est vrai partout dans le monde. Alors l'impact de l'homme, donc ça c'est le dada de l'oligarchie, c'est dire c'est la faute de l'homme. Et donc ça justifie toute leur saloperie derrière. Alors l'impact de l'homme, il est évident. Si tu crées une ville, donc quand tu crées une ville, tu remplaces la nature, la forêt, les prairies par du béton. Forcément, sur le microclimat de cette ville, il y a un impact. Et la température sera beaucoup plus élevée. Déjà, tu coupes les arbres, la température augmente. Tu remplaces la terre par du béton, la température augmente. Tu rajoutes une activité énergétique de l'homme, donc les transports, le chauffage, la clim, etc. Tu vas probablement augmenter la température de la ville. Pareil, l'agriculture, si à l'état naturel, tu as des forêts en France. Donc, quand l'agriculture s'est développée, ils ont coupé beaucoup d'arbres. Tu coupes des arbres, tu fais baisser la température. Il y a moins d'ombre. Donc forcément, ça a un impact. Et ensuite, tu as la consommation d'énergie. C'est-à-dire que on consomme de plus en plus d'énergie via donc, par exemple le chauffage, les transports, l'industrie. Donc toute l'activité humaine consomme de l'énergie et ça peut dégager de la chaleur. Et tout ça c'est fait en plus avec une augmentation démographique importante qui fait que il y a eu des grosses villes de plus en plus, de l'agriculture de plus en plus et une consommation d'énergie de plus en plus grande. Donc il y a effectivement un impact de l'activité humaine. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand ils nous vendent le réchauffement climatique, le seul sujet, c'est l'impact de l'homme. Mais le climat, c'est pas l'homme. On voit bien que avant que l'homme existe, il y avait déjà des périodes de réchauffement et de refroidissement. Donc c'est pas nouveau. Alors elles sont dues à quoi ? C'est sûrement très complexe, mais il y a un facteur qui est évident, c'est le soleil. Même
dans une journée, on voit bien que le soleil a un impact énorme sur la température ambiante. Et l'énergie donc qui est dégagée par le soleil, elle n'est pas fixe. Là aussi, donc je vous ai mis la courbe depuis 1600. Alors je sais pas comment ils mesurent ça, hein, mais bon. On voit bien que l'énergie, donc là c'est en watts par mètre carré, dégagée par le soleil, là aussi elle a des variations. Donc une étude sur l'évolution du climat qui n'inclut pas l'impact du soleil, c'est une étude qui vaut rien. Parce que je pense que le soleil, c'est probablement celui qui a le plus d'impact, c'est le plus gros facteur d'impact sur le climat. Mais il n'y a pas que lui, il y a la Terre aussi. Il faut savoir que la Terre, la température de la Terre, elle varie. Apparemment, le centre de la Terre, il serait extrêmement chaud, 5000 degrés. Ensuite, c'est de plus en plus froid quand on se rapproche de la surface. Et il est très probable que cette température de la Terre varie et n'est pas constante. Et là, c'est difficile de trouver des infos, hein. J'ai fait bugger Grok, là, il n'arrivait pas à me sortir les infos. Donc j'ai dû insister. Il m'a sorti ce graphique. A priori, la température donc, du noyau de la Terre, c'est en baisse avec le temps. Donc quel est l'impact sur le climat? J'en sais rien, mais je pense qu'il y en a un. C'est un peu comme le corps, si vous voulez. Le corps, on a la température interne du corps, et puis l'environnement, le soleil, la température de l'air ou la température de l'eau, qui fait qu'à la fin, on arrive à un équilibre au niveau de la peau du corps. Voilà. Donc là aussi, pour moi, une étude qui n'inclut pas l'évolution de la température de la Terre, c'est pas sérieux. Alors, on va parler des volcans parce que donc là, vous voyez la courbe, c'est les volcans répertoriés. Donc il y en a de plus en plus, les volcans en activité, les éruptions. Il y en a de plus en plus qui sont répertoriés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant qui sont actifs. Ça veut juste qu'avec les moyens modernes d'observation, on en répertorie de plus en plus. Mais là aussi, donc là en bas c'est plus significatif, on voit les grosses éruptions. Et là aussi on voit qu'il y a des cycles. Et par exemple, dans les années 70, il y a eu des grosses éruptions. Et il faut savoir que les volcans génèrent un refroidissement parce qu'ils dégagent des énormes nuages de fumée qui donc forment une couverture nuageuse et qui donc empêchent les rayons du soleil de chauffer la Terre. Et donc globalement, le résultat net des volcans, c'est un refroidissement. Et donc si on devait avoir par exemple une augmentation de l'activité volcanique, ce qui est probable, ce qui est possible, ce qui est prévu, on pourrait très bien avoir un refroidissement global dû à l'augmentation de l'activité volcanique. Donc c'est pour ça que si on a une baisse de l'activité solaire et qu'on a une augmentation de l'activité volcanique, on pourrait très bien avoir un refroidissement climatique et non un réchauffement climatique. Donc je dis pas que ça va se passer, mais je dis que c'est possible. Dans tous les cas, est-ce que le réchauffement c'est une mauvaise chose pour l'homme? Absolument pas. Historiquement, les réchauffements sont des périodes favorables à l'homme. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça permet d'augmenter les rendements agricoles. Quand vous vivez dans un climat tropical, moi, comme ici à Bali, j'ai les arbres qui poussent de 3 mètres par an, quoi. C'est infernal, il faut tout le temps couper, sinon vous avez la jungle, quoi. À l'inverse, en Islande, vous n'avez pas trop de problèmes de végétation.
Et donc, à l'inverse, les périodes de refroidissement ont toujours été des périodes défavorables parce que il y a moins de bouffe, il y a plus de maladies et l'homme est obligé de dépenser plus d'énergie juste pour se chauffer. Donc globalement, le réchauffement est bien plus favorable au refroidissement. Nature, j'ai mis des natures avec un S. Phénomène naturel bien antérieur à l'homme. Donc voilà, les cycles de réchauffement, de refroidissement, ça date pas d'hier, c'est naturel, ça fait partie des cycles de la Terre. L'impact de l'homme, il existe, mais est-ce qu'il est vraiment important ? Moi je pense qu'il est négligeable, parce que quand on voit les variations passées, avant même que l'homme existe, elles étaient énormes les variations. Et donc aujourd'hui, le degré de différence, le pseudo-degré de différence de réchauffement, pour moi, il a zéro impact. Et ensuite, de toute manière, le développement humain est quasiment terminé, c'est-à-dire que on a eu effectivement une augmentation exponentielle de la démographie, mais depuis le Covid, on va pas tarder à être à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura plus de croissance démographique. Donc il y a des pays qui sont déjà en décroissance démographique, le Japon, la Corée, même l'Europe occidentale, il me semble que, et même la France, je crois qu'on est quasiment à l'équilibre entre le nombre de naissances et de décès. Donc on peut dire que l'expansion humaine est terminée et que donc l'impact de l'activité humaine devrait se stabiliser. Donc on a des populations émergentes qui consomment quand même de plus en plus d'énergie. Mais voilà, si on a une stabilité démographique, je pense que l'impact de l'homme sur le climat va être, en plus d'être négligeable, il va être stable. Alors pourquoi je dis que c'est une psyope ? C'est comme pendant le Covid et les picouzes. Tout ce qui va à l'encontre du narratif est ignoré, minimisé ou ridiculisé. C'est-à-dire que tous les signes qui démontrent qu'il n'y aurait pas de réchauffement climatique, voilà, c'est vilipendé. Donc pour moi, quand il y a zéro objectivité, et c'est le cas sur le climat, comme ça a été le cas pour le Covid, ça veut dire que c'est une opération psychologique, c'est de la propagande. S'ils étaient objectifs, s'ils disaient le niveau des océans en réalité n'a pas varié, la température globale de la Terre a augmenté peut-être de 1 degré en un siècle, ce qui est complètement négligeable, et que les glaciers reculent pas parce que ça se réchauffe, mais parce qu'il fait suffisamment chaud pour qu'ils reculent. Ok, on pourrait dire ils sont objectifs, donc on pourrait prendre au sérieux leur discours. Mais quand ils sont absolument pas objectifs et que ça va que dans un sens, et on voit, ils manipulent par exemple les cartes météo, là où il y a 20 ans la couleur était bleue, maintenant elle est rouge foncé, pour dire c'est la canicule, machin. Bon. Donc pour moi c'est de la propagande, et donc j'ai zéro confiance dans leur discours. Encore une fois, les chiffres sont facilement manipulables, et pour moi ils sont manipulés. Voilà. Alors ceux qui ont avalé la propagande, dès que tu leur montres un truc qui va contre le réchauffement climatique, ils te disent mais c'est la météo, c'est pas le climat, ce qui veut rien dire. Ça veut dire quoi? Et en gros, donc le discours c'est quoi? C'est que quand il fait chaud, c'est le réchauffement climatique, indiscutable. Quand il fait froid, par contre, c'est la météo. Ah bon? T'as un record de froid quelque part, c'est la météo, c'est temporaire, c'est pas le climat.
t'as des records de chute de neige aux États-Unis, au Japon. C'est la météo, c'est pas le climat. Faut arrêter, quoi. Et les mecs, donc, ils n'arrivent pas à prévoir la météo à 7 jours de manière fiable. Mais par contre, le climat sur 50 ans, là, ils sont 100% sûrs. Il n'y a aucun doute. Ça va se réchauffer. C'est en train de se réchauffer. On va tous finir carbonisés. Le niveau des mers, il va monter, c'est sûr. Il est monté de 5 cm en un siècle, mais en 25 ans. Mais il va monter. Les Maldives vont disparaître. Mais comme par hasard, tous les mecs qui te vendent le réchauffement climatique, ils achètent des villas au bord de la mer. Bon. Bref, c'est une opération psychologique. Et en plus, on a une évolution du narratif qu'on a connue avec les picousses. Hein, je vous refais pas l'histoire. Au début, les picousses c'était 100% sûr, efficace, ça empêche la transmission, c'est le truc miracle, quoi. Et puis au bout d'un moment, ils ont vu que si, ça se transmet quand même. Hein. Tout le monde était vacciné, mais le truc il se transmettait. Non, ça n'empêche pas la transmission, mais ça réduit la transmission. Et en plus, ça empêche les formes graves. Hein. Le truc qui veut rien dire. Bon, bref. Donc là, comme je vous l'ai mis au début, ils ont changé de narratif. Donc, dans les années 70, c'était ça va se refroidir, on va geler, c'est à cause de l'homme. Ensuite, c'est passé dans les années 2000, ça se réchauffe, c'est à cause de l'homme. Il faut tous arrêter de consommer machin truc. Et puis de plus en plus, en fait, ils basculent vers le changement climatique, le truc qui veut rien dire, puisque le climat, ça change tout le temps. Depuis que la Terre est née, le climat il change. Donc là, c'est inattaquable. C'est-à-dire que tu peux pas dire le climat ne change pas, évidemment. Mais le truc, il veut rien dire. Le changement climatique, oui, c'est comme si on disait il y a des changements de température pendant la journée, c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est naturel, c'est normal. Alors, quels sont les buts de l'oligarchie? Pourquoi l'oligarchie nous bassine avec tout ça? L'objectif toujours numéro 1 de l'oligarchie, c'est le contrôle. C'est comme ça qu'ils sont, j'en parle dans mes séminaires, ceux qui aiment le pouvoir, aiment le contrôle. C'est leur façon de vivre, d'être, et c'est le marqueur de l'oligarchie, c'est le désir de tout contrôler et de contrôler tous les humains 24 heures sur 24. Donc, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et dans mes séminaires, on s'oriente vers ça, vers un système totalitaire qui a été décrit dans 1984, par exemple, où tout est contrôlé avec le digital money, la note sociale, le crédit social, etc., etc. Et leur stratégie, c'est toujours les mêmes, c'est diviser pour mieux régner. Donc, tu fais de la propagande, et la plupart des gens ne réfléchissant pas, étant influençables, ils croient à la propagande. Donc, ils croient au narratif du réchauffement climatique. C'est les premiers à te dire, quand moi j'envoie une photo en disant il y a des records de neige aux États-Unis, c'est la météo, c'est pas le climat. Tu comprends rien. Donc ça crée deux groupes, donc ceux qui avalent la propagande et ceux qui ne l'avalent pas, les climato-sceptiques, on va dire. Et ça permet de diviser, et quand tu divises la population, ça permet de mieux régner. La deuxième façon, c'est de culpabiliser. Donc, et le CO2, c'est le truc le plus génial qu'ils aient fait, parce que quand tu dis que le CO2 c'est pas bien, tu es en train de dire aux gueux qu'ils ne devraient pas vivre, puisque un gueux expire du CO2. Et donc quand une personne achète la propagande du CO2, inconsciemment, elle est en train de dire je ne devrais pas vivre, puisque j'émets du CO2. Et puis, il y a toute la culpabilité, tu ne devrais pas consommer, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, tu ne devrais pas mettre la clim, tu ne devrais pas rouler en 4x4. Voilà. Donc tout ça, c'est un outil de contrôle et ça marche très bien en France, en Occident, ça marche extrêmement bien.
Ensuite, le troisième point, et ils en parlent ouvertement, hein, c'est le projet de dépopulation. Ils ont fait leur courbe de démographie il y a plusieurs décennies. Et ils ont vu que la croissance démographique était exponentielle. Et le problème d'une population exponentielle, c'est que ça devient compliqué à contrôler. Et donc, ils ont tout fait pour limiter la croissance démographique et même aller vers une dépopulation, qui est leur projet final. Ça va être d'éliminer tous les gens, entre guillemets, inutiles, notamment par exemple les retraités qui coûtent de l'argent. Et donc avec l'avènement des robots et de l'intelligence artificielle, des gens inutiles, il va y en avoir de plus en plus. Et donc leur but, c'est de pouvoir contrôler tout le monde et qu'il y ait une population qui soit limitée. Donc ils avaient dit 500 millions dans les Georgia Stone. On en est loin, mais en tout cas, ça fait partie de leur projet. Et donc, pour garder le pouvoir et augmenter leur contrôle sur l'humanité, ils utilisent toujours la même technique, c'est problème, réaction, solution. Donc ils créent un vrai ou un faux problème, ce qui fait réagir les gens et ce qui leur permet d'imposer une solution, la solution qu'ils avaient déjà en tête au départ. Et donc là, avec leur délire climatique, ce qu'ils veulent, c'est contrôler donc, les déplacements des gens, la consommation des gens, le comportement des gens. Et donc, comme pendant le Covid, et donc le climat, ça va être une des prochaines excuses. On a vu récemment, ils ont interdit l'accès à des forêts ou à des endroits aux gens, sous prétexte qu'il y avait des feux, des incendies, des machins, enfin bref. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent taxer, une taxation pour le climat. Ils imposent des fausses solutions, genre voitures électriques, dont le but, c'est pas de sauver la planète, parce qu'une voiture électrique pollue autant qu'une voiture thermique. Simplement, c'est pas dans le même cycle. La voiture thermique pollue quand elle consomme du pétrole. La voiture électrique, elle pollue en amont et en aval. C'est-à-dire au moment de produire l'électricité, de produire la voiture, et avec les déchets, notamment les batteries. Et ils veulent limiter les déplacements des gueux, d'où les idées des villes 15 minutes, où les gens n'ont pas à se déplacer au-delà de 15 minutes. Et là où on reconnaît encore que tout ça est très hypocrite de leur part, c'est que, l'homme, de toute manière, il ne peut pas contrôler le climat. Il peut limiter éventuellement son impact, mais c'est négligeable de toute manière. Et par contre, il ne parle jamais de pollution. Et la pollution, là par contre, l'homme, il a un impact énorme. C'est le seul animal qui pollue la Terre, en gros. Hein. Et donc là, effectivement, l'homme étant le problème, pourrait être aussi la solution. Et la pollution, globalement, elle est générée par, la mondialisation. Quand tu t'achètes un téléphone qui est fabriqué à l'autre bout du monde, il faut le transporter jusqu'ici. Ou quand tu achètes des avocats du Chili ou je sais pas quoi, bon, bref. L'industrialisation, tout ce qui est plastique, on pollue les océans, etc. Et ça, ils n'en parlent pas. Ils parlent toujours de climat, mais pollution, non, on n'en parle pas trop. Hein. Et pourtant, les solutions pour limiter, en tout cas, la pollution, elles sont simples. 1, ça serait de produire et consommer local. 2, c'est contrôler et réguler les industries polluantes. Par exemple, tout ce qui est plastique à base de pétrole. Les transports, ce qui pollue le plus, c'est les cargos qui transportent les marchandises, les camions qui puent. Et pour ça, il pourrait utiliser le protectionnisme, par exemple les droits de douane, comme fait Donald Trump en ce moment. Et le discours de l'Union européenne, au contraire, c'est non, aucun droit de douane, libre-échange. Donc,
Des solutions pour stopper la pollution, il y en a. Mais ils font exactement l'inverse. Donc, ils veulent absolument des marchés libres. Ils favorisent les multinationales qui font de l'import-export, qui font fabriquer en Chine et qui importent en France. Et ils pénalisent les PME via la taxation, la régulation, etc. Et dans tous les cas, c'est pas les politiques qui vont régler le problème. D'abord, le problème climatique, de toute manière, il n'y a pas de... C'est pas nous qui contrôlons. C'est le soleil, c'est la terre. On a juste un tout petit impact. Les politiques, ils veulent nous taxer, ils nous promettent qu'ils vont solutionner le problème. Non, ils vont rien solutionner. Ils savent déjà pas équilibrer un budget, ils ruinent les États, ils savent rien faire, les mecs, ils savent que mentir. Ils taxent les gueux, ça par contre ils savent faire, taxer les gens. Mais par contre, tout ce qui est jet privé, cargo, camion, des multinationales, là il n'y a pas de taxe. Donc tout ce qui pollue, non, pas de taxe. Et eux-mêmes, et notamment les politiques, mais aussi les stars, hein, qui nous vendent la sauce climat, sauver le climat, etc., ce qui ne veut rien dire. Sauver la Terre, ça veut dire quelque chose éventuellement, mais sauver le climat, ça ne veut rien dire. Le climat, c'est un concept, c'est pas une réalité. Ils volent en jet privé, les mecs. Ils possèdent les plus grandes maisons. Al Gore, John Kerry, c'est les mecs qui possèdent plusieurs baraques, plusieurs bagnoles, probablement un ou plusieurs jets privés. Donc les mecs ils te disent, voilà, toi Roger, là, dans ta BX, t'arrêtes de rouler, et par contre, eux, ils se font des vols en jet privé pour aller acheter du caviar à New York. Bon. Donc, en conclusion, de toute manière, le réchauffement, s'il y en a un, c'est pas du tout un problème. Globalement, le réchauffement est bon pour l'homme. Deuxième point, le réchauffement, s'il existe, 1 degré en un siècle, pour moi, c'est pas du réchauffement, mais bon, admettons. Il n'y a rien qui garantit que ça va continuer. Il y a certaines régions qui se refroidissent. Et il suffirait d'une augmentation de l'activité volcanique, d'une diminution de l'énergie fournie par le soleil, pour qu'on bascule dans un refroidissement. Donc je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible non plus. C'est une opération psychologique de manipulation. L'oligarchie utilise donc le climat pour contrôler la population et lui faire avaler toutes les couleuvres, comme pendant le Covid. Enfin, la Terre elle a 5 milliards d'années. L'homme, il est là depuis 3 minutes. Et les politiques, ils prétendent pouvoir sauver le climat. Et c'est de la blague, quoi. Ça veut rien dire, en plus. Tu sauveras le climat, c'est un concept. C'est pas quelque chose de tangible, le climat. Donc, c'est comme dire, je vais sauver le temps. Le temps, c'est un concept, c'est pas une réalité. Donc voilà, zéro crédibilité, qu'ils arrêtent déjà de ruiner leur pays, déjà ce sera pas mal. Donc on verra ce que réserve l'avenir. Moi je sais pas si le climat il va se réchauffer, il va rester stable, il va se refroidir, mais je pense qu'il faut être ouvert à toutes les possibilités et surtout arrêter de gober les manipulations des médias, des politiques, des stars d'Hollywood. Qu'ils fassent eux-mêmes le ménage chez eux déjà et qu'ils arrêtent de polluer et ça sera déjà pas mal. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poster vos commentaires. La chaîne elle est shadowban, hein, donc c'est bien si vous postez des commentaires, likez et partagez. L'objectif c'est pas de dire que j'ai raison ou pas, qu'il y a un réchauffement ou pas. L'objectif, c'est d'apporter une réflexion critique, sceptique, de remettre en cause le discours ambiant et surtout peut-être d'éviter toutes les saloperies qu'ils vont faire au nom du climat.
Voilà, ça sera déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.